Si tu danses ce tango, je t'épouse. Marcus Whitfield a crié à tout le manoir de Manhattan, pointant Rachel du doigt, tandis que les invités de l'élite new-yorkaise éclataient d'un rire cruel. La femme de ménage de 34 ans se tenait là, au milieu du salon doré de la famille Whitfield, tenant les éclats de cristal du vase Ming qu'elle venait accidentellement de briser. Ses mains tremblaient non pas de peur, mais d'une colère contenue qui couvait depuis des années en travaillant pour cette famille de banquiers arrogants. « Regardez-la !» ricane Stephanie Whitfield, la femme du millionnaire, en ajustant son collier de perles tout en filmant avec son téléphone portable. Une bonne juive qui pense pouvoir évoluer dans le même environnement que nous. Les 200 invités à la fête du 25e anniversaire de mariage ont ri encore plus fort. Sénateurs, juges fédéraux, PDG de Wall Street, tous unis dans une symphonie de préjugés élégamment déguisés en divertissement. Rachel avait travaillé discrètement dans cette maison pendant 5 ans, toujours invisible, toujours humiliée, mais elle n'avait jamais été exposée publiquement comme cela. La fête avait coûté plus d'1 demi-million de dollars. Des orchidées importées décoraient chaque table, le champagne circulait librement parmi les invités qui représentaient le pourcent le plus riche d'Amérique. Rachel connaissait les moindres détails de ces dépenses exorbitantes, car c'est elle qui nettoyait les factures que Marcus laissait traîner dans le bureau. Elle connaissait chaque recoin de ce manoir, chaque secret chuchoté dans les couloirs, chaque conversation téléphonique, privée, que Marcus pensait que personne n'entendait. Pendant des années, elle a nettoyé des preuves de corruption, organisé des documents commerciaux douteux et écouté des conversations susceptibles de faire tomber des gouvernements. Quel genre de cirque est-ce là ? A marmonné le sénateur Davison. Un employé qui essaie de se mettre à égalité avec nous ? Ils connaissent leur place, ces gens-là. Marcus, ivre de pouvoir et de whisky écossais, poursuit sa démonstration de cruauté. À 52 ans, héritier d'une fortune bancaire bâtie sur des décennies d'exploitation, il vivait pour des moments comme celui-ci, où il pouvait démontrer sa supériorité devant ses pairs. Sérieusement, si cette personne peut mieux danser le tango que ma femme, je laisse tout tomber et je l'épouse. La foule est devenue hystérique. Les flashs des téléphones portables commencent à capturer le moment, transformant l'humiliation de Rachel en un divertissement viral pour l'élite. « Tu es ridicule, chérie », dit Stéphanie, toujours en train de filmer. Cette femme peut à peine marcher correctement, et encore moins danser. Les gens comme ça n'ont aucune culture, aucune classe. Il suffit de regarder ses mains calleuses. Rachel n'avait jamais imaginé que sa vie d'invisibilité domestique se terminerait ainsi, sous les projecteurs de l'élite qu'il avait toujours traité comme un meuble. Pendant 5 ans, elle s'est levée à 5 heures du matin pour faire du café, a nettoyé des salles de bain en marbre et a servi le dîner à des gens qui parlaient d'elle comme si elle n'existait pas. « Acceptez-le vite pour qu'on en finisse », a crié quelqu'un dans l'assistance. « Nous voulons voir l'échec. Ces gens doivent connaître leur place dans la société. » L'humiliation se répand comme une vague. Des commentaires antisémites chuchotés se répandent dans la foule comme un poison. Typique de ces gens, toujours en train d'essayer de profiter de la situation, a marmonné l'épouse du juge fédéral. Il n'y a pas de honte à cela. Mais quelque chose d'étrange commence à se produire. Au lieu de reculer, comme tout le monde s'y attendait, Rachel commença à se redresser. Ses épaules se sont alignées, sa respiration s'est calmée et ses yeux ont pris une intensité que personne dans cette pièce n'avait vue auparavant. Pendant 5 ans, elle a été le fantôme de cette maison, témoin des conversations qui allaient révéler les magouilles des milliardaires. Elle connaissait les comptes offshore de Marcus, les pots de vin versés aux politiciens, les fraudes qui finançaient ce manoir. Mais il y avait quelque chose de plus. Quelque chose que même les Whitfield n'avaient pas découvert sur la véritable identité de Rachel avant qu'elle ne frappe à leur porte à la recherche d'un emploi. « J'accepte », dit finalement Rachel, sa voix tranchant le bruit comme une lame tranchante. La salle devint complètement silencieuse. Même l'orchestre s'arrête de jouer. Certains invités échangent des regards confus. Il y a quelque chose dans la posture de Rachel qui ne correspond pas à l'image d'une femme de ménage défaite. Marcus cligna plusieurs fois des yeux, pensant avoir mal entendu. « Qu'est-ce que tu as dit ? » « J'accepte ton défi, » répète Rachel, plus fermement. « Mais quand je danserai mieux que ta femme, tu tiendras ta parole, même si c'était une blague. » L'assurance inébranlable dans la voix de Rachel met certains invités mal à l'aise. Il y avait là quelque chose qui ne collait pas. Ses épaules se redressèrent, sa posture changea et, pendant un instant, elle ne ressembla plus à la personne qui nettoyait les toilettes tous les matins. Marcus étudiait Rachel de plus près. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux, dans cette posture droite, dans cette confiance qui semblait provenir d'une source bien plus profonde qu'un simple entêtement. Ce que personne dans cette salle dorée n'aurait pu imaginer, c'est que Rachel Goldstein cachait des secrets sur ce qu'elle était vraiment avant de devenir invisible dans cette maison. Des secrets qui transformeraient ses rires en cauchemars,
et qui ferait de cette nuit d'humiliation le début d'une vengeance que l'élite de Manhattan n'oublierait jamais. Là, face à tous les regards méprisants, elle est restée ferme comme quelqu'un qui garde un secret trop puissant pour le révéler avant que le moment ne soit venu. Si vous aimez cette histoire de justice et de retournement de situation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple femme de ménage était sur le point de renverser la situation de ceux qui l'avaient toujours sous-estimée. Marcus échangea un regard complice avec Stéphanie. Cette femme de ménage suffisante était sur le point de s'humilier d'une manière dont on se souviendrait pendant des décennies dans les cercles sociaux de Manhattan. Il imaginait déjà les posts Instagram, les mèmes, les vidéos devenant virales avec des hashtags cruels. « Digi, mais le tango le plus dur que tu es », ordonna Marcus en se dirigeant vers le centre de la pièce comme un empereur romain s'apprêtant à regarder des gladiateurs s'entre-déchirer. « Je veux voir cet artiste en train d'essayer de faire quelque chose qui demande des années d'entraînement. » Stéphanie se positionne stratégiquement pour obtenir le meilleur angle de prise de vue. « Chérie, quand elle échouera, je veux que tu la mettes à la porte devant tout le monde. Cela servira de leçon à tous les employés qui pensent pouvoir nous égaler. » Les invités se sont disposés en cercle parfait, comme des vautours autour d'une carcasse. Le sénateur Morrison ajuste sa cravate, visiblement ravi. Ça va être mieux que n'importe quel spectacle de Broadway. J'adore quand ces gens apprennent leur place dans la hiérarchie sociale. Le PDG de Peterson Industries éclate de rire. Marcus, vous devriez faire payer l'entrée pour ce genre de spectacle. L'élite a besoin de ces moments d'éclaircissement sur les différences de classe. Mais alors que tout le monde se préparait au spectacle d'humiliation, Rachel restait immobile au centre de la piste. Ses yeux ne montrent ni nervosité ni regret. Au contraire, il y régnait une sérénité troublante, comme si elle était exactement là où elle avait toujours su qu'elle devait être. Pendant 5 ans, elle avait nettoyé cette maison en silence, écoutant Marcus se vanter de ses sales affaires, regardant Stéphanie dilapider des fortunes en futilité tandis que des familles entières perdaient leur maison à cause des combines bancaires de son mari. Elle avait organisé des documents qui auraient pu envoyer la moitié de ses invités en prison. Marcus ignorait que la simple femme de ménage possédait 3 diplômes universitaires, dont un MBA en finance qu'elle avait obtenu avant de tout perdre dans une crise financière orchestrée par des banques comme la sienne. Il ignorait qu'elle parlait 5 langues et qu'elle avait passé les 5 dernières années à rassembler méticuleusement les preuves de toutes les transactions illégales qui avaient transité par cette maison. « Tu as peur ?» taquine Stéphanie, qui s'approche avec son iPhone en main. Il est encore temps d'abandonner et de s'excuser comme une personne polie devrait le faire. Reconnaissez que vous avez dépassé les bornes. Rachel prend enfin la parole, sa voix calme coupant court au rire. « J'ai juste une question. Quand je gagnerai et que tu tiendras ta promesse de m'épouser, qu'arrivera-t-il à tous ces comptes offshore que tu gardes aux îles Caïmans ?» Le sourire de Marcus se fige instantanément. Comment une femme de ménage pouvait-elle connaître ces comptes secrets? Seules 5 personnes au monde connaissaient cette information, et aucune d'entre elles ne se trouvait dans cette pièce. Son cœur s'emballe comme il ne l'avait pas fait depuis ses premières escroqueries. « De quoi parlez-vous » balbutie-t-il, essayant de garder son calme face au regard curieux des invités. Certains sénateurs échangent des regards gênés. Les comptes offshore sont un sujet délicat dans tous les cercles politiques. « Oh, je suis désolé », dit Rachel avec un sourire innocent qui glaça le sang de Marcus. « C'est sûrement une erreur de ma part. Après tout, je ne suis qu'une femme de ménage juive ignorante, n'est-ce pas? Comment pourrais-je être au courant de transactions de 50 millions de dollars dans des paradis fiscaux ?» Stéphanie est prise d'un frisson de malaise. Il y avait quelque chose dans la façon dont Rachel prononçait ces mots qui ne ressemblait pas à de la soumission, mais à une menace voilée. « Marcus, finissons-en. Cette femme est clairement en train de délirer. » Le DJ, troublé par la tension croissante, a mis la quimparcita, l'un des tangos les plus techniques du répertoire classique. La musique résonne dans la salle comme un signe avant-coureur de guerre, faisant bouger certains invités mal à l'aise dans leur position. « Parfait », murmure le sénateur Morrison. « Quand elle échouera sur cette chanson, ce sera encore plus humiliant. Personne ne peut danser la quimparcita sans des années d'entraînement professionnel. » Stéphanie dansa la première, exécutant les mouvements de base qu'elle avait appris lors de coûteuses leçons privées. Elle virevolte et prend des poses sensuelles qui lui valent des applaudissements polis de la part des hommes présents. Lorsqu'elle eut terminé, elle salua les caméras comme une célébrité, convaincue de son inévitable victoire. « C'est votre tour, serveuse », dit-elle dédaigneusement en tendant une main ironique à Rachel. « J'espère que tu essaieras au moins de faire bonne figure devant toutes ces caméras. » Mais lorsque Rachel se dirigea vers le centre de la piste, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Sa posture changea du tout au tout. Ses épaules s'alignèrent avec une élégance qui ne correspondait pas à des années de travail domestique.
Ses mains ont trouvé une grâce qui semblait avoir été sculptée par des décennies d'entraînement. Marcus sentit son estomac se contracter. Il y avait quelque chose de terriblement familier dans ses mouvements, cette posture, cette confiance tranquille. Un souvenir commença à se former dans son esprit embrumé, mais il ne parvenait pas à identifier quoi. C'était comme si quelque chose d'enfoui depuis longtemps essayait d'émerger. Les premières mesures de la chanson commencèrent et Rachel ferma les yeux un instant. Lorsqu'elle les rouvrit, elle n'était plus la même personne. C'était comme si un masque était tombé, révélant quelque chose qui était caché depuis longtemps. Ses premiers pas furent comme une déclaration de guerre silencieuse. Chaque mouvement était précis, techniquement parfait, chargé d'une passion qui hypnotisait. Ce n'était pas seulement de la danse, c'était de l'art à l'état pur, exécuté par quelqu'un qui avait manifestement consacré des années de sa vie à cette technique. Les rires commencent à se calmer dans la foule. Un à un, les invités cessèrent de se moquer et commencèrent à regarder avec un mélange croissant de confusion et d'admiration involontaire. Cela n'avait pas été prévu dans leur plan de divertissement. À chaque pas de la musique, le silence dans la salle se fait plus profond. Rachel dansait comme si la musique faisait partie de son âme, comme si chaque note avait été composée spécifiquement pour ses mouvements. C'était une performance qui transcendait la technique. C'était de l'expression artistique pure. Marcus déglutit. Pour la première fois de sa vie, il commença à soupçonner qu'il avait sérieusement sous-estimé quelqu'un. Et cette nuit, conçue pour être son moment de cruelle suprématie, était sur le point de se transformer en quelque chose de complètement différent. Stéphanie arrête de filmer. Son visage pâlit lorsqu'elle réalise que sa propre présentation a été ridiculement amateur par rapport à ce qu'elle est en train de voir. « C'est impossible », se dit-elle en chuchotant. Ce que ses privilégiés ne savaient pas, c'est que chaque acte de mépris avait alimenté une force silencieuse qui se développait exactement là où il s'y attendait le moins, et que la véritable identité de Rachel était sur le point de réécrire toutes les règles du jeu qu'il pensait contrôler totalement. Lorsque Rachel a fini de danser, le silence dans la salle a duré une éternité. Ce n'est pas seulement la technique parfaite ou la passion qui a fasciné tout le monde, c'est la transformation complète dont ils ont été témoins. La simple femme de ménage était devenue une artiste de classe mondiale. Lentement, une personne commence à applaudir. Puis un autre. En quelques secondes, toute la salle est debout, applaudissant une performance qui rivalise avec n'importe quel spectacle de Broadway. Mais Rachel reste immobile au centre de la piste de danse, les yeux fixés sur Marcus avec une intensité qui le fait transpirer. « C'est impossible », marmonna Stéphanie, pâle comme du papier. Personne n'apprend à danser comme ça sans des années d'entraînement professionnel. Marcus sentait quelque chose de familier dans ses mouvements, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. C'était comme si un souvenir enfoui depuis des décennies essayait d'émerger à travers le brouillard du temps et de l'alcool. C'est alors qu'une voix féminine retentit au fond de la salle. « Mon Dieu, c'est vraiment vous !» Tout le monde se retourne pour voir Elizabeth Morrison, critique de danse au New York Times et épouse du sénateur, se diriger vers Rachel les yeux écarquillés. « Elizabeth, connaissez-vous cette personne ?» demande Stéphanie, visiblement mal à l'aise avec l'admiration dans la voix de la critique. Elizabeth ignore complètement Stéphanie et s'arrête devant Rachel. Rachel Goldstein, la princesse du tango de Buenos Aires. Elle a disparu du monde de la danse il y a 5 ans après ce scandale monté de toutes pièces. Tout le monde se demandait ce qui était arrivé. La salle devient complètement silencieuse. Marcus sentit son estomac se dérober. Goldstein. Il connaissait ce nom. Rachel Goldstein avait été l'une des danseuses les plus prometteuses des États-Unis avant. Avant quoi? Vous vous trompez, dit Rachel calmement. Je ne suis qu'une femme de ménage. C'est absurde, dit Elizabeth en riant, mais pas avec débauche, avec une joie sincère. J'ai couvert votre carrière pendant des années. Vous avez été le seul Américain à remporter le championnat du monde de tango à Buenos Aires. Vos prestations au Lincoln Center étaient légendaires. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans l'esprit de Marcus. Il y a 5 ans, il y avait eu un scandale impliquant un célèbre danseur accusé de... Quoi? De drogue? De drogue? De fraude? Il ne se souvenait plus exactement, mais il savait que sa carrière avait été détruite du jour au lendemain. Si elle était si célèbre, interrompt Stéphanie nerveusement, que fait-elle pour nettoyer notre maison? Elizabeth regarda Stéphanie avec le genre de dédain que les élites réservaient habituellement aux domestiques. Parce qu'elle a été victime d'un complot orchestré par des gens puissants qui ne supportaient pas de voir une femme juive d'origine modeste atteindre un tel succès dans le monde de l'art. La température dans la salle semble baisser de plusieurs degrés. Plusieurs invités échangent des regards gênés. Complot. Des gens puissants. Soudain, les rires cruels du début de la soirée semblent beaucoup moins drôles. Rachel prit enfin la parole,
sa voix brisant le silence. Elisabeth, tu as toujours été si gentille avec moi. Mais c'était il y a longtemps. J'ai d'autres priorités maintenant. Comme quoi? Demanda Marcus, sa voix trahissant une nervosité croissante. Rachel sourit pour la première fois de la soirée, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire de quelqu'un qui s'apprête à révéler un secret longtemps gardé. Comment faire en sorte que certaines injustices soient enfin réparées? Marcus essaya de rire, mais le son sortit de manière forcée. Quel genre d'injustice? Le genre d'injustice qui se produisent lorsque des banquiers corrompus détruisent la vie de familles entières pour augmenter leurs profits, répondit Rachel calmement. Le genre d'injustice qui se produisent quand ils soudoient des politiciens pour couvrir leurs crimes financiers. Le sénateur Morrison s'étouffe avec son champagne. De quoi parlez-vous? Rachel se dirige vers son sac à main, qu'elle a laissé sur une chaise dans le coin de la pièce. Pendant 5 ans, elle a porté chaque jour ce sac au travail, qui contenait bien plus que des produits de nettoyage. Je peux vous poser une question, Marcus? Dit-elle en sortant un petit enregistreur numérique de son sac. Vous souvenez-vous d'une conversation téléphonique que vous avez eue la semaine dernière au sujet du transfert de 20 millions de dollars des fonds de pension vers vos comptes personnels? Le visage de Marcus a perdu toute couleur. Cette conversation avait eu lieu dans son bureau privé, porte fermée. Il était impossible que quelqu'un l'ait entendu. Parce que j'étais en train de nettoyer votre bibliothèque quand vous avez passé cet appel, poursuit Rachel. Et j'ai découvert que votre interphone fonctionnait mal, transmettant le son au système de sécurité de la maison. Un son que j'ai enregistré religieusement pendant 5 longues années. Stéphanie pousse un cri étouffé. Vous étiez en train d'espionner. Je travaillais, corrige Rachel. Je nettoyais le gâchis que tu faisais, je t'écoutais te vanter de voler les pensions des personnes âgées, de détruire la vie des familles de travailleurs, de corrompre les juges. Et j'enregistrais chaque mot. Marcus tente d'avancer vers Rachel, mais ses jambes sont comme réduites à de la gelée. Vous ne pouvez rien prouver. Rachel sourit à nouveau, de ce sourire a glacé le sang. En fait, je peux. Pendant 5 ans, je n'ai pas seulement enregistré des conversations. J'ai photographié des documents. J'ai rassemblé des preuves. J'ai tout organisé méthodiquement. Elle marque une pause et regarde la salle. Tous ces visages privilégiés qui la regardent maintenant avec un mélange d'horreur et de fascination. Et demain matin, tout cela sera remis au FBI, à l'Internal Revenue Service et à tous les grands journaux du pays. Ce que personne dans cette pièce n'aurait pu imaginer, c'est que Rachel n'avait pas seulement passé 5 ans à rassembler des preuves. Elle s'était méticuleusement préparée à ce moment, construisant un réseau de contacts, des alliés stratégiques et un plan de vengeance si élaboré qu'il transformerait cette nuit d'humiliation en premier acte d'une justice qui révélerait toute la pourriture cachée derrière les façades dorées de Manhattan. Et tandis que Marcus commence enfin à comprendre l'ampleur de ce qu'il a sous-estimé pendant 5 ans, Rachel sait déjà que le véritable spectacle ne fait que commencer. Marcus tente de s'approcher de l'enregistreur, mais Rachel recule calmement. « Je ne ferai pas cela à votre place. Surtout pas devant autant de témoins importants. » « Vous bluffez, » dit Marcus, mais sa voix tremblait d'une manière qui trahissait son désespoir croissant. Un nettoyeur n'aurait pas accès à ce genre de technologie. Rachel rit, non pas d'un rire cruel, mais de celui de quelqu'un qui peut enfin révéler un secret longtemps gardé. « Marcus, pensais-tu vraiment qu'un champion du monde de tango deviendrait nettoyeur sans plan ?» Elisabeth Morrison s'approche, les yeux brillants d'admiration. « Rachel, c'est toi qui as organisé tout ça? 5 ans de préparation méticuleuse, confirme Rachel. Chaque conversation a été enregistrée, chaque document photographié, chaque transaction documentée. Mais le mieux a été de découvrir que Marcus n'était pas seulement un voleur, mais qu'il était assez stupide pour faire tout cela devant des meubles invisibles. La panique commence à se répandre dans la salle comme le feu dans la paille sèche. Le sénateur Morrison chuchote d'urgence à sa femme. « Nous devons sortir d'ici. Tout de suite. » Mais Rachel hausse le ton. « Sénateur, pourquoi cette précipitation? Surtout si l'on considère que vous apparaissez sur plusieurs de mes enregistrements en train de discuter de la manière de dissimuler des dons illégaux à des campagnes électorales de la part de sociétés russes. » L'homme pâlit instantanément. Dans la salle, les autres invités commencent à échanger des regards désespérés, chacun se demandant si leurs propres conversations, privées, ont été enregistrées. Stéphanie s'est écriée « C'est du chantage », mais sa bravade semblait désespérée. On ne peut pas utiliser des enregistrements faits sans consentement. « En fait, je peux », répond Rachel calmement. « Surtout lorsqu'ils ont été réalisés sur mon lieu de travail, où j'avais légalement le droit d'être. Et surtout lorsqu'ils documentent des crimes fédéraux. » Rachel sort un autre appareil de son sac. « Oh,
Et juge Patterson, vous pourriez aussi être intéressé par l'enregistrement où Marcus discute de la façon de vous corrompre avec ce contrat de conseil de 2 millions de dollars pour sa femme. Le juge fédéral est livide. Sa femme se met à pleurer en silence, réalisant que sa carrière de consultante est anéantie. Marcus finit par exploser. Espèce de salope. J'aurais dû te licencier il y a des années. J'aurais dû mieux enquêter sur qui tu étais. Ah, mais vous l'avez fait, dit Rachel en sortant un dossier de son sac à main. J'ai ici le rapport que vous avez fait faire sur moi lorsque vous m'avez engagé. Vous avez découvert que Rachel Goldstein avait disparu à la suite d'un scandale, sans enquêter plus avant. Elle ouvre le dossier et montre les documents à Elizabeth. Ce que Marcus n'a pas su, c'est que je n'ai pas disparu par honte. J'ai disparu parce que j'enquêtais sur ceux qui avaient orchestré ma destruction. Elizabeth prend les documents, les yeux écarquillés par la lecture. Mon Dieu, Rachel. Tout est là. Qui a payé les fausses accusations, qui a soudoyé la presse, qui a financé la destruction de ma carrière parce que j'étais sur le point d'épouser le fils d'un de vos partenaires, a ajouté Rachel en regardant directement Marcus. Ton père, plus précisément. La pièce est devenue absolument silencieuse. Marcus était blanc comme du papier. Mon père est mort il y a 3 ans, murmure-t-il. Oui, mais les hommes qu'il a payés pour me détruire sont toujours en vie. Et j'ai découvert que vous avez continué à utiliser ces mêmes méthodes pour éliminer les problèmes. Rachel sort un autre magnétophone. Voulez-vous entendre que vous projetez de détruire la vie de ces familles d'immigrés qui ont refusé de vendre la propriété que vous vouliez? Marcus tente de nier, mais Rachel a déjà appuyé sur le bouton play. Sa propre voix résonne dans la pièce. Je me fiche de ce qu'il faut inventer. De la drogue, des problèmes d'immigration, n'importe quoi. Je veux que cette famille quitte cette propriété dans les 30 jours. Plusieurs invités commencent à se diriger vers la sortie, mais Rachel élève à nouveau la voix. Oh, et pour ceux qui envisagent de partir, je dois préciser que j'ai tout copié sur un système en nuage avec libération automatique au cas où il m'arriverait quelque chose. Le PDG de Peterson Industries a tenté une autre approche. Combien voulez-vous? Tout le monde a un prix. Rachel le regarda avec un pur dédain. Monsieur Peterson, l'homme qui a licencié 3000 employés la veille de Noël pour augmenter ses primes. Vous pensez vraiment que c'est une question d'argent? Alors que voulez-vous? S'écrie Stéphanie, désespérée. La justice, répond simplement Rachel. Demain matin, en plus des preuves transmises aux autorités, une interview exclusive de moi sera publiée dans tous les grands journaux. Elle racontera non seulement mes 5 dernières années en tant que femme de ménage, mais aussi ma véritable identité et la façon dont une conspiration de l'élite a détruit ma carrière. Elizabeth décroche son téléphone. Rachel, je peux vous aider. J'ai des contacts dans tous les grands médias. Tout a déjà été organisé, répond Rachel. Y compris un documentaire qui sortira en même temps et qui montrera comment l'élite de Manhattan opère dans les coulisses. Rachel poursuit. Pendant 5 ans, j'ai documenté non seulement les conversations, mais aussi les transferts bancaires, les comptes offshore, les systèmes d'évasion fiscale, les pots de vin politiques. J'ai des reçus pour des paiements destinés à éliminer des concurrents, des contrats falsifiés, et même des preuves de la façon dont vous truquez les élections locales. Marcus s'effondre sur une chaise, réalisant enfin l'ampleur de ce qu'il avait sous-estimé. Avez-vous tout planifié dès le premier jour? Non, répond Rachel. Le premier jour, j'avais juste besoin d'un travail pour survivre. Mais quand j'ai compris qui tu étais vraiment, quand j'ai découvert que c'était ta famille qui avait détruit ma vie, alors j'ai méticuleusement planifié chaque étape. Stéphanie, réalisant que le bateau était en train de couler, a tenté un dernier pari désespéré. Marcus, je ne peux pas être associé à ça. Elle enlève sa bague de fiançailles et la jette par terre. Nos fiançailles sont annulées. Quelle loyauté touchante, observe sèchement Rachel. Typique de l'élite. Unis dans la cruauté, mais chacun pour soi quand les conséquences arrivent. Alors que les masques tombaient et que la vérité émergeait comme une tempête imparable, une question restait en suspens. Marcus allait-il enfin réaliser qu'il avait sous-estimé non seulement une femme de ménage, mais aussi une force de la nature déguisée qui avait patiemment construit sa propre rédemption sur les fondations de l'arrogance de ceux qui pensaient que le pouvoir et l'argent suffisaient à contrôler n'importe qui? 6 mois plus tard, Rachel Goldstein était sur la scène principale du Lincoln Center, ovationnée par 3000 personnes après son comeback. Le New York Times titrait ce jour-là « Le phénix du tango ». Comment une femme de ménage a fait tomber un empire de corruption. Le documentaire The Silent Revenge est devenu le plus regardé de l'histoire de Netflix, exposant non seulement les crimes de Marcus, mais aussi tout un réseau de corruption impliquant des dizaines de personnes puissantes.
Rachel n'était plus invisible, elle était la femme la plus respectée de Manhattan. Marcus, quant à lui, purgeait une peine de 15 ans de prison pour fraude bancaire, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Ses comptes ont été gelés, ses biens confisqués et son manoir transformé en centre culturel pour les jeunes à faible revenu, une ironie qui n'est pas passée inaperçue dans les médias. Il a essayé de me faire disparaître pendant 5 ans, a déclaré Rachel lors de son entretien exclusif avec CNN. J'ai donc décidé d'utiliser ces 5 années pour le faire disparaître à jamais. La liste des conséquences pour les invités de cette fête se lisait comme un roman de vengeance. Stéphanie avait perdu tous ses followers Instagram après la fuite de ses messages racistes et avait été contrainte de travailler comme réceptionniste dans une clinique vétérinaire d'une petite ville. Le sénateur Morrison a démissionné après que des enregistrements ont révélé son implication dans des systèmes de corruption. Le juge Patterson a été mis à la retraite d'office et fait l'objet de poursuites pour malversation. Elizabeth Morrison continue de couvrir la carrière de Rachel, qui a fondé la Fondation Goldstein, une organisation qui offre des bourses complètes à de jeunes artistes issus de communautés défavorisées. C'est cette même fondation qui occupe aujourd'hui l'ancien manoir Whitfield, où plus de 500 enfants reçoivent gratuitement des cours de danse, de musique et de théâtre. Rachel a épousé David Chen, un avocat spécialisé dans les droits de l'homme qu'il a rencontré lors de l'affaire Marcus. Ensemble, ils vivaient dans un appartement confortable de l'Upper West Side, rien d'ostentatoire, mais plein d'amour, de musique et de visites d'enfants qui venaient prendre des leçons privées gratuites. Parfois, les gens me demandent si j'ai des remords, a déclaré Rachel lors de la conférence qu'elle a donnée à l'université de Harvard devant un public de 2000 étudiants. Mais comment peut-on se sentir mal quand on dénonce des criminels? De donner une voix aux familles qui ont été détruites par la cupidité? Le public de l'université l'a ovationné pendant 5 minutes. Parmi les étudiants se trouvait une jeune femme qui avait perdu sa maison familiale dans l'une des escroqueries immobilières de Marcus. Professeur Rachel, merci de nous donner l'espoir que la justice existe encore dans ce monde. Rachel sourit, se souvenant d'elle-même il y a des années. Chérie, apprends une chose, le monde ne te donne pas ce que tu mérites, mais ce que tu gagnes. Et parfois, la conquête exige une patience stratégique. Les mémoires de Rachel, 5 ans de silence, une vie de justice, sont devenus un best-seller international, traduit en 23 langues. Les droits cinématographiques ont été vendus pour 10 millions de dollars, qu'elle a intégralement reversés à des organisations de lutte contre la criminalité financière. Marcus, dans sa cellule grise et froide, n'avait qu'un accès limité à l'Internet, mais il avait entendu parler du succès de Rachel par d'autres prisonniers qui avaient regardé ses interviews sur la télévision ordinaire de la prison. Il avait perdu 30 kilos, développé un ulcère et passé des nuits blanches, sachant que chaque jour de réussite de Rachel lui rappelait sa propre déchéance. Son compagnon de cellule, un ancien comptable qui admirait Rachel, se faisait un devoir de commenter chacune de ses apparitions télévisées. Regardez comme elle est radieuse aujourd'hui. Elle doit gagner une fortune avec ses conférences. La dernière fois qu'on l'a vue pleurer, c'était lors de l'interview télévisée de Rachel qui disait « Marcus pensait que le pouvoir et l'argent suffisaient à contrôler n'importe qui. Mais il a oublié que certaines personnes ont quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. La dignité, l'intelligence et une patience infinie pour faire triompher la justice. » L'empire bancaire Whitfield est démantelé et vendu. Les 3000 familles qui avaient perdu leur maison à cause de leurs escroqueries ont été indemnisées à hauteur de millions de dollars. Les employés qui ont survécu aux enquêtes ont raconté des histoires sur la façon dont Marcus traitait ses employés. Des histoires que Rachel avait documentées au cours de ses 5 années d'invisibilité. Rachel a créé une émission de télévision intitulée « Invisible Justice », dans laquelle elle a raconté des histoires de personnes ordinaires qui ont été confrontées à l'injustice et ont trouvé des moyens créatifs de la surmonter. L'émission est devenue un phénomène mondial, inspirant des millions de personnes à ne pas accepter l'humiliation en silence. L'une des histoires les plus émouvantes de l'émission est celle de Maria, une femme de ménage latino-américaine qui a utilisé des enregistrements secrets pour dénoncer le harcèlement sexuel dans une grande entreprise, ce qui a entraîné l'arrestation du PDG et des changements structurels dans l'entreprise. Aujourd'hui, lorsque de jeunes artistes sont confrontés à des préjugés ou à des humiliations, ils se souviennent de l'histoire de Rachel Goldstein. La femme qui a transformé 5 années d'invisibilité en la revanche la plus élégante et la plus efficace de l'histoire moderne de New York. 3 ans après cette fête, Rachel est revenue au Centre culturel Goldstein pour une représentation spéciale. Dans la même salle où elle a été humiliée, elle a dansé à nouveau, cette fois devant 300 enfants issus de communautés défavorisées qui ont applaudi comme s'il assistait à un spectacle magique. Parmi ces enfants se trouvait Joshua, un garçon de 12 ans qui avait perdu sa maison lorsque Marcus avait escroqué le prêt hypothécaire de sa famille. Aujourd'hui, Joshua apprend le violon gratuitement à la fondation et rêve de jouer dans l'orchestre philharmonique de New York. La morale de l'histoire résonnait dans chaque entretien,
chaque interview, chaque représentation. La vraie vengeance ne consiste pas à détruire ses ennemis, mais à construire quelque chose de si grand qu'ils passeront le reste de leur vie à savoir qu'ils ont sous-estimé la mauvaise personne. Rachel a prouvé que la justice prend parfois du temps, mais quand elle arrive, c'est avec des intérêts composés. Elle a transformé l'humiliation en motivation, l'invisibilité en pouvoir, et 5 années de silence en une vie d'impact. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez dû faire preuve de patience pour voir la justice triompher? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires qui montrent que l'intelligence et la persévérance l'emportent toujours sur l'arrogance et les préjugés.